Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e webinaire construction intérieure. J'ai envie de dire je suis toujours Philippe Bresto, puisque ça fait le 5e que j'accompagne. Je suis directeur de la prospective et du marketing stratégique chez les compagnons du devoir. Et du coup, donc, ça fait ce 5e webinaire d'une série de 6. Donc, on voit le bout, hein, on avance bien. Je vous rappelle, donc, le premier a été vraiment sur les usages, le deuxième sur la santé et le bien-être. Le troisième sur l'esthétique, l'ouvrage bien fait. Le dernier, donc celui du début du mois de juin, était sur le numérique et nous arrivons avec celui de fin juin autour du modèle économique pour l'habitat écologique. Alors, pour ces webinaires, j'ai mon partenaire qui m'accompagne depuis le début, en la personne de Philippe Simet. Donc, Philippe qui est maître de conférence en philosophie, qui intervient à l'école d'architecture de Belleville. Bonjour. Bonjour Philippe, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. À tes côtés, pour évoquer le sujet du modèle économique d'une construction écologique, nous accueillons Élodie Chebassier-Davin, Noémie Collet-Muret et Simon Darve-Blanc et Kylian Gac, qui sont tous les deux sur la même caméra. Donc, merci à tous les 5 d'avoir accepté d'être parmi nous, de contribuer à ces échanges. Rapidement, pour faire le tour de table, Élodie, donc tu es la coordinatrice du pôle énergie-environnement de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Noémie, vous êtes consultante en économie circulaire chez Elan, filiale de Bouygues Construction. Et puis Simon et Kylian, vous êtes tous les deux compagnons tailleurs de pierre au sein d'une société coopérative, la Pierre au Carré. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Comme de coutume, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q et R, qui est... Ah, on ne t'entend plus. Vous entendez, vous, ou pas? Non, on n'entend plus Philippe non plus. Ah. Pétard, j'avais mon micro qui s'était éteint. Excusez-moi. Ah. J'espère que ce n'est pas depuis trop longtemps. Non, juste là, t'inquiète. Juste là. Et donc, je disais, Élodie, c'est avec toi que nous commençons notre échange. Et nous allons poser un petit peu le contexte en fait de ce sujet-là. En effet, ton expérience en tant qu'assistant maître d'ouvrage auprès notamment de promoteurs et de toutes les... Philippe, ton micro a recoupé. Philippe, on ne t'entend plus. Excusez-moi, ça saute tout le temps, c'est la magie de Zoom, ça coupe les micros automatiquement. Donc, ce que je disais, c'est que tu avais une expérience en termes d'AMO auprès notamment de gros promoteurs qui te donnaient une vision un peu globale du modèle économique de cette construction écologique. Donc, est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux nous présenter c'est quoi le pôle énergie-environnement chez les compagnons du devoir? Oui, alors le pôle énergie-environnement, il appartient à l'équipe recherche et développement des compagnons du devoir, qui est lui-même intégré au Collège des métiers. Donc, au sein de cette équipe, en fait, on a plusieurs pôles multicompétences. Il y a le pôle numérique, le pôle santé, sécurité et ergonomie, le pôle gestion des process, qui sont répartis dans différentes régions. Et donc, le pôle énergie et environnement, que je coordonne et qui, lui, est situé dans la région de Lille. Ces pôles, on a 2 grands enjeux. Un enjeu de centre de ressources à l'échelle nationale. Donc, on vient identifier les grands courants d'évolution qu'il pourrait avoir sur nos sujets pour accompagner l'ensemble de l'association à monter en compétences par la création de nouvelles formations, par exemple. Et on a un rôle aussi plus local dans nos régions d'expérimentation. On vient tester des choses. Par exemple, sur l'île, on a beaucoup de projets collaboratifs avec les écoles d'ingénieurs, d'architectes et du design, par exemple. On vient tester des choses pour vérifier si ça marche, pour ensuite pouvoir les diffuser au niveau national. Il y a par exemple eu le Solar Décathlon en 2019, qui était un événement majeur du pôle énergie-environnement des compagnies. Et du coup, qui contribue à la recherche et développement en matière de formation pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, on comprend qu'au sein de ce pôle, ton rôle est clé de par la connaissance que tu peux avoir et des techniques et de la réglementation. Il l'est aussi pour le sujet d'aujourd'hui qui nous rassemble.
Et la vision un petit peu, on va dire, collaborative que tu as pu avoir avec les promoteurs te donne, pour moi, des clés de lecture intéressantes pour notre sujet. Donc, on a plein de sujets, hein, le sujet passé, RT 2012, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux justement relever par rapport à l'expérience que tu as autour de ces modèles? Alors, comme je te disais, moi, j'ai principalement travaillé pour des promoteurs immobiliers, donc sur des gros projets tertiaires, par exemple, de logement, et un petit peu aussi pour des maîtres d'ouvrage publics, sur des commissariats, par exemple. Donc, j'ai accompagné ces projets dans les démarches de performance énergétique et environnementale, qu'elles soient volontaires, par exemple dans le cadre d'une certification HQE, haute qualité environnementale, ou un label, ou les démarches réglementaires, comme la RT 2012, qui est comme vous le savez peut-être tous, la réglementation thermique 2012, qui est donc la réglementation actuellement en vigueur pour tous les bâtiments neufs, encore pour quelques mois jusqu'à 2022. Donc, cette réglementation, qu'est-ce qu'elle permettait de faire? En fait, son enjeu principal, c'était de limiter les consommations d'énergie des bâtiments neufs, car le secteur du bâtiment, aujourd'hui en France, c'est le premier secteur consommateur qui est devant les transports, devant l'industrie. Donc, il y avait un vrai enjeu d'être un garde-fou pour limiter ces consommations. Et donc, cette démarche réglementaire, elle imposait des seuils de consommation énergétique, ce qu'on appelle en énergie primaire, sur 5 usages: le chauffage, le rafraîchissement, l'éclairage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire. Donc, moi, mon expérience sur l'accompagnement de ces projets sur ces thématiques, si on veut aborder un petit peu le sujet d'économie lié à l'écologie, c'est qu'il y a deux choses. Dans un premier temps, il y a le fait de diminuer les consommations d'énergie. On va forcément avoir des gains économiques associés. On va consommer moins à la fois en kilowattheure ou en euros, d'autant plus que le coût de l'électricité aujourd'hui monte assez rapidement, le coût du gaz également. Et ces démarches, d'un point de vue plus immobilier, permettaient d'avoir ce qu'on appelle la valeur verte des bâtiments, qui permettait sur le marché pour un bâtiment de se vendre un petit peu plus cher ou de se louer un petit peu plus cher de par sa démarche qu'il a eue d'être vertueux et donc moins consommateur en énergie. Et du coup, valeur verte, donc il y a cette valeur, mais moi j'avais même entendu qu'il y a certains bâtiments qui n'étaient même plus louables, notamment des bâtiments de bureaux, que les clients ne voulaient pas s'ils ne répondaient pas à ces critères. Ça existe vraiment, ça? Alors, je ne sais pas si à ce point-là, mais en tout cas, moi j'ai travaillé pendant 5 ans sur Paris et c'est vrai que le milieu du bureau tertiaire est assez compétitif. Et effectivement, tous les bâtiments qui étaient soit rénovés, soit neufs, faisaient un petit peu la collection, entre guillemets, des labels et des certifications pour pouvoir justement trouver des clients sur le marché. Donc, un bâtiment qui n'en avait pas, comparé à tous ses voisins qui mettaient le paquet là-dessus, effectivement, peut-être ne trouvait pas locataire. Alors, tu viens de souligner aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il soit rénové ou qu'il soit neuf, parce que la RT 2012 s'appelle aussi bien sur le bâtiment neuf que la rénovation. Alors, la RT 2012 a été applicable uniquement sur les bâtiments neufs. On a une autre réglementation qui s'appelle la RT existante, tout simplement, réglementation thermique existante, qui est toujours applicable aux bâtiments existants, mais qui est moins contraignante. On va dire que la réglementation pour les bâtiments neufs a toujours quelques années d'avance en termes d'exigence et de seuil par rapport à la rénovation. Donc, il y a des choses qui existent, mais qui sont un petit peu moins poussées aujourd'hui. Donc après, sur de la rénovation, c'est la course au label, comme tu le disais, pour montrer le côté, on va dire, efficace du bâtiment. C'est ça, exactement. Donc, mais la RT 2012, c'était hier. Donc, demain, on parle plus de la fameuse RE 2020. Est-ce que par rapport justement à ces modèles économiques, quelle est ta vision, toi, de l'impact de cette RE 2020? Donc, cette RE 2020, la grande nouveauté, c'est qu'elle va faire venir un nouvel indicateur qui n'existait pas jusque-là, qui est l'impact carbone. Donc, il y aura toujours la partie énergétique. On va relever un petit peu les seuils. Donc, on va demander aux bâtiments d'être toujours plus économes en énergie. Mais on vient venir également regarder son impact carbone, c'est-à-dire ses émissions de CO2, qui est un gaz à effet de serre. L'objectif étant de limiter l'émission des gaz à effet de serre, émissions pour ralentir le réchauffement climatique. La particularité de cet indicateur, c'est qu'on ne va pas regarder uniquement les émissions de CO2 pendant la consommation du bâtiment, par exemple, mais on vient avoir une réflexion en cycle de vie. Donc, depuis l'extraction des matières premières qui vont servir à la construction du bâtiment, jusqu'au transport, jusqu'au chantier, la mise en œuvre, sa vie et sa fin de vie.
Donc, ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'on va favoriser les matériaux qui vont être moins consommateurs, moins émetteurs en CO2 et donc avoir un impact carbone plus faible. Donc, ça peut mener à revoir certaines standardisations parfois qu'on pouvait avoir dans le bâtiment, comme le tout béton, ce genre de choses. Donc, en termes économiques, le gain direct, il est moins clair que sur la performance énergétique des bâtiments, où tout de suite, là, vous voyez, on va consommer moins d'argent. Le gain sur l'impact carbone, c'est plutôt un gain en termes de coût écologique, où on vient venir réduire l'impact écologique de ces bâtiments. Et il va y avoir plutôt des gains indirects sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des matériaux qui seront plus sains aussi pour les usagers, donc une amélioration de la qualité de l'air, de la qualité de vie au sein de ces bâtiments, etc. Donc en termes de levier économique, il est peut-être un peu plus indirect cette nouvelle réglementation. Ça se valorise ce bien-être aussi peut-être, c'était le sujet de notre deuxième webinaire, justement par rapport à l'attrait de ce type de bâtiment. Et puis peut-être que le modèle économique existera vraiment le jour où on aura cette fameuse taxe carbone qui sortira en tant que telle et qui pourra transformer du carbone en euros, quoi. C'est ça, exactement. Alors justement, par rapport à ça, c'est quoi les enjeux pour toi en matière de réduction de coûts écologiques, en matière à l'avenir, c'est quoi les enjeux entre écologie et économie? Les enjeux, c'est surtout, là on parle de nouvelles réglementations, c'était RE 2020 justement, et comme la RT 2012 applicable uniquement aux bâtiments neufs, pour moi l'enjeu il est vraiment sur la rénovation. Aujourd'hui, les bâtiments neufs, ils représentent que quelques pourcents chaque année du renouvellement du parc immobilier, alors qu'on a aujourd'hui des logements qui sont des passoires thermiques et qui mériteraient d'être rénovés. Donc pour moi, l'enjeu il est vraiment sur la rénovation de l'existant aujourd'hui. Et d'avoir une vision plutôt en coût global. Donc, pas uniquement aujourd'hui, j'investis tant d'euros et je m'arrête à regarder uniquement cette partie-là, mais je me projette sur quelques années et je vais voir sur 10, 15, 20 ans quel va être le gain économique de mon investissement et de ma rénovation. Donc, ça veut dire parfois investir un petit peu plus au moment initial pour avoir des gains plus importants en termes de réduction des consommations d'énergie et de qualité de vie, justement, à long terme. Et puis, rappelons aussi que, on va dire, le gros poids de la consommation énergie, c'est le patrimoine existant qui est sous nos yeux aussi. Tout à fait, oui. Le secteur du bâtiment, le secteur qui consomme le plus, c'est l'existant aujourd'hui actuel qui est à l'origine de ces consommations. Donc l'enjeu, il est vraiment là. On construit, je crois, de mémoire 1% du patrimoine tous les ans. Oui, donc ça veut dire que pour le renouveler, comme on détruit très peu, il faudrait plus de 100 ans pour arriver à du bâtiment efficace si on n'a pas d'implication forte sur la rénovation. C'est ça. Et puis, il ne faut pas laisser aujourd'hui vivre les bâtiments qui sont trop énergivores et qui sont des passoires thermiques. Il faut se concentrer. Parce que si on construit des nouveaux bâtiments, mais qu'on laisse un petit peu se détériorer l'existant, au final, l'impact écologique, il est négatif aussi. Parce que toute construction, aussi vertueuse qu'elle soit, nouvelle, en fait, a un impact sur l'environnement. Donc, autant se concentrer sur la rénovation. Merci Élodie. Je me tourne vers mon fil rouge, l'autre Philippe. Quand tu entends cette vision très opérationnelle d'une AMO, ça t'inspire quoi, toi, en termes de constat écologique, constat économique et quel équilibre on peut trouver par rapport à ça? Je souscris pleinement à ce que vient de dire Élodie. D'abord sur la question de la rénovation et de la construction en neuf. Il faut d'abord rénover, il ne faut pas d'abord partir de ce qui existe, de ce qui est déjà là, plutôt que de construire du neuf. Alors, d'un point de vue écologique, c'est absolument évident. Mais sur cette question des différentes réglementations, je crois que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la façon dont on compte, comment on calcule et sur quoi on porte notre regard. Les différentes RT, elles présentent des indicateurs qui nous permettent de mettre des lunettes sur certains critères ou sur certains phénomènes, mais aussi pas sur d'autres. Donc, quand on peut critiquer des passoires thermiques, mais si c'est pour faire venir des fenêtres en PVC de Chine, qu'est-ce que ça veut dire? On est peut-être efficace thermiquement, mais à côté, il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas vues. Alors, de faire rentrer la question de l'analyse des cycles de vie, c'est intéressant parce que justement,
on va partir de l'extraction jusqu'à la dépose, soit destruction, soit réemploi, etc. Donc ça c'est très intéressant. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait rentrer dans une démarche de coût global? C'est-à-dire, il y a tout un tas d'externalités négatives et qu'on ne compte pas, mais le plus difficile, c'est les externalités positives. Alors, Philippe, juste externalité négative, externalité positive, c'est évident pour toi, ça ne l'est peut-être pas pour tous nos auditeurs. Voilà, il y a des éléments qu'on va pas prendre en compte et qui sont, par exemple, un matériau peut coûter pas cher, donc dans le calcul de coût, on trouve que c'est très intéressant, sauf qu'on ne se pose pas de questions sur ses conditions de fabrication, à la fois sociales et environnementales. Donc voilà, une peinture peut coûter pas cher, mais elle contient plein de solvants. Donc voilà, il y a des émissions qui vont se diffuser comme ça sur des années qui ont un impact sur la santé. Voilà, donc tout ça, c'est des externalités négatives que la plupart du temps, on ne prend pas en compte dans le calcul. Voilà, et après, on dit, ah, mais l'architecture écologique, ça coûte plus cher. Mais non, ça ne coûte pas plus cher. En fait, ça coûte plus cher. Ça dépend ce qu'on regarde. Mais si on regarde sur le long terme, en fait, elle coûte moins cher. Et ce qui est difficile, c'est justement les externalités positives, c'est-à-dire tout ce qui a été évité, tout ce qui ne s'est pas produit. Vous voyez, c'est comme les incivilités. On compte toutes celles qui se produisent, mais quand il ne se produit rien, on ne compte pas. Mais en fait, derrière, il y a aussi de la qualité. Donc, finalement, comment on intègre le bien-être, comment on intègre les questions de santé, comment on invente de nouveaux indicateurs pour compter autrement. Il y a des enjeux fondamentaux pour penser le devenir de l'architecture écologique. Tu vas au-delà du coût global quand tu soulignes ça. Hein. Oui, c'est un coût encore plus global, en fait. Ça intègre l'usage. Exactement, il y a des indicateurs, c'est-à-dire l'intensité d'usage, la manière, par exemple, dont des habitants vont devenir des gardiens d'un lieu. Ben, en fait, ça, on ne le prend jamais en compte, alors que ça a un coût économique évident. C'est-à-dire quand on est dans de l'habitat social et qu'il faut le réparer, le rénover, enfin, ça compte. Quand les gens se sentent bien là où ils sont et qu'ils prennent soin de leur environnement, ben, voilà, c'est un coût social bénéfique et c'est un coût économique qui est aussi bénéfique. Et donc, si on n'apprend pas à compter autrement, ça ne veut pas dire ne plus compter, on comprend bien qu'il faille compter, mais il faut compter autrement. Merci à vous deux pour ces points de vue hyper opérationnels. On vous redonnera bien entendu la parole tout à l'heure. Alors, on reste sur la vague des nouvelles tendances. Ah, leur caméra est éteinte. Il faudrait que nos garçons d'Arles rallument leur caméra dans la mesure du possible. Et donc, voilà, merci. Rebonjour les tailleurs de pierre. Donc, moi, je me tourne vers vous. On va commencer avec toi, Kylian. Ouais. Parce que comme tu t'es présenté tout à l'heure rapidement, tu es gérant donc d'une société coopérative. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi il s'agit, les avantages, les inconvénients, les leviers, et pourquoi une coopérative plus qu'autre chose? Alors tout d'abord, une coopérative, on croit que le mode coopératif, entre guillemets, est récent, entre guillemets, ou qui est dans la mouvance maintenant de développement des futures entreprises. Il faut bien dire que les coopératives existent depuis la fin du 19e siècle. Donc, on est presque la première forme d'entreprise, entre guillemets, à exister. Donc, après, elle a été un petit peu, comment on va dire, prise par d'autres systèmes d'entreprises un peu plus patronales, on va dire, qui ont développé vraiment pendant toute la partie du XXe siècle. Mais là, ça a toujours existé, en fait. Donc, pour la genèse de l'entreprise La Pierre au Carré, en fait, on est une très, très jeune entreprise. On l'a créée en novembre 2017. Ouais, c'est en novembre 2017, donc elle a 3 ans. Donc, c'était à la base un collectif de tailleurs de pierre. On était 4 tailleurs de pierre au sein d'un même atelier. Donc on a commencé à mutualiser, en fait, tout simplement l'atelier. Et puis, au fur et à mesure, on a décidé tout simplement de repartir en coopérative, de créer une scope, en fait, de transformer cette association en entreprise avec une restauratrice de tailleurs de pierre. Et on a commencé vraiment à bien se développer ou à vraiment, comment expliquer, vouloir partir sur l'éco-construction, parce que Simon et moi, à la base, on est vraiment que tailleurs de pierre. Et le fait de vouloir comment expliquer. Donc, on est vraiment parti sur vouloir se développer l'éco-construction au sein de la coopérative. Parce qu'on était tailleurs de pierre, on s'est aperçu qu'on nous proposait des projets globaux. Non, ce n'est pas isolé. Non, on ne sait pas quoi utiliser. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est renseigné sur les matériaux écologiques qui étaient en adéquation avec nos matériaux. Et c'est pour ça qu'on s'est formé à l'éco-construction
Donc, on s'est développé en 3 ans. Donc, maintenant, on a des charpentiers, on a des restaurateurs, on a des tailleurs de pierre et des maçons. Donc, on est quand même passé à 10 en 3 ans. Donc, voilà. Donc, de 3, on est passé à 10. Donc, tu es passé à 10 parce que vous avez intégré une approche multimétier de complémentarité, justement, par rapport à ce modèle économique de la construction écologique. Oui, on a développé justement par rapport à ça. Ouais. On s'est développé par rapport à ça. Et puis on va dire, dans l'idée générale de la coopérative, il y a quand même une dimension sociale importante sur le modèle d'entreprise. Comment ça se traduit à la Pierre au Carré? À la Pierre au Carré, dans tous les cas, après, le gérant a un statut de salarié, en fait. Donc ça, c'est aussi une des particularités des scopes. Le gérant doit être réélu tous les 4 ans. Donc, et aussi, les salariés ont une majorité dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir plus de 65%. Non, il faut qu'il y ait 65% des salariés qui soient associés. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 35% d'associés externes. Donc, c'est-à-dire que tout le bénéfice de l'entreprise est repartagé entre tous les salariés, en fait. Donc, c'est aussi la nouvelle dynamique des entreprises qui fait que tout le monde est concerné. Ça peut être de l'apprenti, ça peut être du manœuvre jusqu'au gérant. Donc, chacun a sa place, chacun a ses responsabilités. Et c'est ce qui amène cette dynamique commune de vouloir évoluer. Et je pense que cette évolution rapide qu'on a eue, parce que passer de 3 à 10 en moins de 3 ans, a fait aussi cette dynamique. Et c'est pour ça qu'on avance énormément. On avance très, très vite. Et par rapport à une société, on va dire, traditionnelle, c'est quoi l'avantage d'une coopérative? Alors là, il faut bien se dire que la coopérative a une base traditionnelle. Nous, on est sur une SARL. C'est-à-dire qu'une société coopérative est obligatoirement sur une fonctionnalité d'entreprise. Donc SAS, SARL. Nous, on a décidé d'être d'une SARL. Mais j'ai perdu le fil de ta première question, excuse-moi. C'est quoi l'avantage? En fait, il n'y a pas d'avantage particulier puisque c'est une société en fait traditionnelle sur laquelle on a rajouté une logique coopérative. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que toutes les grandes décisions sont décidées en AG, comme si c'était une association classique, sauf que c'est une association dans une entreprise. Donc, en fait, c'est le mode de gouvernance qui va changer, le statut est le même. Le statut est le même, c'est le mode de gouvernance. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une gouvernance tournante, on peut dire qu'elle est tournante, ou renouvelable tous les 4 ans. Mais donc, c'est-à-dire que moi, je reste quand même, il ne faut pas dire que ce n'est pas parce que je suis là que 4 ans, j'ai les responsabilités d'un gérant d'entreprise normale. Donc, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des banques, l'assurance, c'est quand même le gérant. Il y a quand même un gérant qui est là, mais où les grandes décisions sont discutées en quorum, en fait. Hein. L'orientation d'entreprise, que ce soit, et on fait souvent des réunions avec les responsables des pôles sur les investissements, voilà. Le patron n'a pas forcément toute la charge, ce qui implique, c'est pour ça que tout est… ce qui le soulage, quoi. C'est ce qui nous soulage et que tout est réparti, tous les résultats sont répartis à part égale, entre guillemets, dans l'entreprise. Si je peux rajouter un petit point, ce qui s'est vraiment changé, mais je ne sais pas si c'est dû vraiment à la coopérative ou notre manière de penser, c'est sur le côté social, c'est au niveau de notre vie de famille, le temps de travail a été réduit, alors peut-être c'est dû à notre nombre, et aussi la façon d'aborder le travail à travers la sécurité, qu'on a fait évoluer énormément et on n'arrête pas de trouver des solutions à ça. Le fait de faire des échauffements le matin, le fait d'être en écoute et aux besoins par rapport aux vies de chacun, les temps des familles, prendre conscience de ça pour le développement de l'entreprise. Et c'est que bénéfique, même d'un côté rentable. C'est vrai que des fois, on passe du temps, parce que le matin, on fait des étirements. Après, on boit le café, c'est quelque chose qu'on n'a pas enlevé. Donc, on n'est pas sur le chantier ou en préparation, pas avant 8h15, 8h20. On voulait l'enlever pour être rentable et dans un sens de commencer la journée à 8h. Mais on a vu que le côté humain était primordial dans cet échange-là le matin. On avait besoin de ça. On ne veut pas savoir ce que vous faites le vendredi soir, ça ne nous regarde pas. Non, mais économiquement, en effet, Simon a tout à fait raison. Le fait que ce soit l'entreprise de tout le monde et qu'on décide des directions, que tout le monde participe entre guillemets, au développement de l'entreprise est très important. Hein. Autrement, on n'est pas patron, tu fais ci, tu fais ça. Il y a vraiment cette discussion-là et l'envie de venir. Voilà, j'ai envie de prendre une demi-journée. Il n'y a pas de souci. C'est l'entreprise de tout le monde. Bien sûr, il y a une coordination, il y a une gérance à mettre en place, mais c'est vrai que c'est très ouvert, c'est beaucoup plus ouvert en fait. Hein. Alors maintenant, si on bascule ce modèle et concrètement sur le terrain, sur la réalisation de chantiers donc écologiques, puisque vous travaillez à un matériau écologique, vous les tailleurs de pierre aussi. Donc c'est un modèle qui présente des avantages, mais qui doit concilier avec d'autres contraintes aussi, des nouvelles attentes des consommateurs du marché. Comment vous avez justement fait rentrer ces nouveaux modèles économiques avec la rénovation durable?
Merci déjà de préciser que la pierre est un matériau écologique, c'est que beaucoup de gens l'oublient. Parce qu'on est un peu les délaissés de la construction écologique, mais après, on est responsable de cette situation. Du coup, pour répondre à ta question, la démarche, on l'a approchée à travers, comme l'a expliqué Kian tout à l'heure, le fait de se former. Donc, on était plutôt basé sur le patrimoine, donc on restaurait des façades. Du coup, au fur et à mesure d'avoir de la clientèle sur les façades, les gens me posaient des questions sur l'isolation intérieure et je ne savais pas leur répondre. Donc, je me suis dit, il y a un problème qui ne va pas. Je regarde les autres métiers comme les charpentiers, ils se sont formés sur l'écologie et sur l'isolation. Du coup, je dis, pourquoi pas suivre la même démarche? Donc, on a suivi des formations sur l'éco-construction. Et du coup, cette approche-là, à force de se former sur les autres matériaux, je me suis vu qu'il y avait un manque de compétences. On était trop spécialisés monuments historiques, ce qui est bien en soi, parce qu'on a des compétences, mais ça dépend si on voit la chose différemment, si on veut cibler l'éco-construction. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en dehors du système de l'éco-construction à l'intérieur de pierre, c'est qu'on a un manque de formation et de sensibilité par rapport à ça. Du coup, on s'est formé, renseigné, et au fur et à mesure du fil du temps, on a fait des constructions neuves, parce que notre activité a 90% de rénovation et de restauration de bâtis anciens. Donc, on essaie de concilier éco-construction et patrimoine, ce qui n'est pas évident selon les secteurs sauvegardés dans lesquels on se situe. Du coup, on s'est formé dans ces matériaux et à l'approche du matériau, les gens viennent nous voir des fois pour du bois et là, on propose de la pierre ou inverse. Du coup, c'est l'approche à travers le fait qu'on touche plein de matériaux qui nous permet de vendre mieux notre matériau. Et souvent, ce qui se passait en réunion, c'est que le terre de pierre était mis pour faire un appui de fenêtre, un plaquage, un aménagement intérieur, mais qui était donné par le maçon, ce qui n'est pas forcément ce côté négatif. Sauf que dans ce sens-là, on ne peut pas montrer notre métier à sa juste valeur. C'est-à-dire que si on est placé à égalité avec les autres corporations, et pas un matériau de décoration ou un petit plus, un petit bonus qu'on met dans le chantier, on arrive du coup, à mieux vendre notre matériau et le présenter à travers tous ces différents matériaux écologiques. Et ce qui est bien aussi pour nous, c'est qu'il n'y a pas un matériau écologique, il y a des matériaux écologiques et le matériau, on arrive à le cibler, à dire, ben non, là, la pierre, ça ne vaut pas le coup, vaut mieux que vous mettiez notre matériau ou dans le sens inverse. Voilà. Donc, tu apportes une nouvelle, on va dire, une approche avec un conseil, mais tu vas aussi, quand on a préparé l'entretien, tu me parlais aussi d'autoconstruction au-delà de l'éco-construction Oui. ou de l'éco-conception. Comment ça se traduit sur le terrain, ça? Et quel est son intérêt? Ça se traduit au début, quand on commence dans ces matériaux-là, on rêve beaucoup. Et du coup, on propose des matériaux naturels un peu partout en disant c'est génial, on va mettre de la chaux partout et de la pierre. Sauf qu'on se rend compte que souvent, quand on propose ce genre de matériaux, les gens nous attendent au tournant s'il y a une erreur, souvent. Du coup, c'est beaucoup plus difficile s'il y a une problématique sur ce matériau-là. Du coup, il y a une approche qui se crée avec des clients de sensibiliser les pour et les contre de ces matériaux-là. Si on met de la chaux à tel endroit, qu'est-ce que ça peut être positif et négatif? Du coup, il y a un coût parce que ça demande un temps d'exécution et de conseil qu'on avait du mal à estimer au début. Maintenant, on arrive à le mettre dans le devis avec une assistance à maîtrise d'ouvrage sur le conseil, ce qui n'est pas encore à sa juste valeur, mais on commence à le valoriser. Du coup, on conseille les gens plutôt, des fois, qu'il y a du gravat à faire, que de le valoriser dans le chantier, de lui dire, là, c'est possible qu'on puisse vous aider à prendre les matériaux, les gravats. Nous, on les prend et on les met au centre de tri et c'est vous qui pouvez enlever et décrouter votre façade. Ou on peut les aider à faire des badigeons intérieurs, comment les appliquer, ce qui est possible de faire, pas faire. Parce que si on regarde sur le coût global d'un chantier, notre coût de main-d'œuvre est très élevé. Du coup, souvent, les gens ont peur et font marche arrière et disent non, c'est pas possible, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Tandis que si on arrive dans la démarche de conseiller, de proposer de l'aide, même des fois, si ce n'est pas valorisé sur notre main-d'œuvre tout le temps, mais c'est toujours récompensé quelque part, quoi. Des fois, là, pour donner un exemple, on propose des peintures à la farine. Donc, on propose le matériau, on l'offre au client, et le client, c'est lui ou qu'il pose lui-même, ou c'est nous qui le posons, selon la démarche. Donc, on propose des matériaux. C'est vrai que ça nous coûte du temps à façonner, mais en même temps, on vend une globalité sur quelque chose d'homogène sur les matériaux naturels. Donc, ça te permet en fait de concilier des besoins avec des moyens, c'est-à-dire on va répondre à une commande, sachant que les gens n'ont pas forcément les moyens économiques de réaliser cette commande écologique. Et donc, vous les accompagnez, vous les conseillez, et c'est eux qui font. Mais ça ne pose pas des questions de responsabilité, d'assurance ou je ne sais quoi? Ben, ça dépend. Pour une peinture, un badigeon, là le conseil n'est pas très important. Au pire, la peinture va s'écailler. C'est sûr que je n'irai pas dire à un client comment faire une ouverture. C'est très peu arrivé. Et souvent, les gens ont peur de travailler en sous-œuvre. Donc ça, c'est une problématique qui ne s'est jamais arrivée. Mais c'est sûr que si on tombe sur du neuf et que la personne me dit j'aimerais bien construire en pierre et qu'on va mettre la charpente dessus, c'est sûr que je ne pourrais pas faire pour une question de décennale. Ça serait vite limité. Mais ça reste souvent des finitions intérieures, que les gens puissent participer à leur construction. Et ils ont cette appétence à le faire?
Non, ils apprennent, ils voient leur erreur. Je vois sur un chantier qu'on a eu chez un client intérieur, les premiers c'était mal fait, je suis revenu, je lui ai remontré, et quand il avait 150 mètres carrés, au bout du 50e mètre carré, il y arrivait à appliquer son badigeon correctement, quoi. Et les gens se rendent plus compte aussi de la valeur du travail. C'est pas évident de montrer aux gens souvent la valeur du travail. Parce que souvent, on s'est rendu compte au début de notre activité, c'est qu'on a envie de tout donner. On aime notre métier, donc on donne. Et souvent, les gens, à force de trop donner, ne se rendent plus compte de la valeur du travail après coup. Et c'est bien aussi de se rendre compte que le travail a un coût et c'est aussi se respecter soi-même, aussi donner un coût à son travail aussi. Merci Simon. Pendant que tu parlais, il y a une question qui est arrivée pour, on va dire pour Kylian, puisque c'était son sujet, autour de l'intelligence collective par rapport au mode de gouvernance. Et globalement, est-ce que l'intelligence collective est plus efficace que le patronat seul? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Il n'y a pas photo. Sans engagement idéologique, politique ou revendicatif. Sans engagement idéologique, politique, mais presque la réponse est dans la question. Et j'y ai répondu aussi en effet tout à l'heure. J'ai dit quand on est plusieurs, on va dire 10 cerveaux, ça fonctionne mieux qu'un cerveau. Du moins, à part si on s'appelle Einstein. Il faut juste les coordonner après. Sur l'anarchie, quoi. Voilà, il ne faut pas que ce soit l'anarchie. Mais après, que l'entreprise La Pierre au Carré ou les sociétés coopératives de production fonctionnent quand même sur un système pyramidal. Donc, c'est-à-dire que même si on a des discussions, on va dire, sur les façons de faire, sur les façons comment on veut développer l'entreprise, il y a quand même une hiérarchie pyramidale. À un moment donné, il y a un gérant, il y a des responsables. Et c'est pas même si je suis énormément à l'écoute d'un de mes associés qui est ouvrier, on discute par rapport sur des nouvelles techniques de chantier, mais il ne va pas venir mettre en cause mon mode de gérance. Autrement, dans 4 ans, voilà, on en reparle après. Mais l'intelligence collective, elle se fait vraiment du bas vers le haut. Mais c'est obligatoire. C'est incroyable le développement. Moi, je m'imagine, là, ça fait 3 ans que je suis gérant, je n'imagine même pas, si j'avais été tout seul, avoir le développement que l'entreprise a maintenant. Ça, c'est clair. Je pense qu'il aurait fallu au moins 6 ou 7 ans pour arriver à ce qu'on a fait en 3 ans. On voit de nombreuses complémentarités dans vos deux propos. Alors, un côté chantier, l'autre côté, on va dire, gouvernance d'entreprise. Mais vous êtes dans une logique d'accompagnement, dans une logique de faire ensemble. Et ça veut dire qu'on est sur une posture très différente que de la logique de faire pour le compte d'eux. Et ça, je pense que c'est aussi c'est intéressant de concilier ce modèle d'entreprise coopérative avec l'offre, on va dire, de conseil et d'accompagnement que vous avez pu mettre en place. Merci pour ce témoignage. Je suis sûr, Philippe, que ça ne te laisse pas insensible, ce genre de témoignage sur le collectif, l'intelligence collective, la pyramide écrasée, la logique hiérarchique horizontale et l'accompagnement du client. Qu'est-ce que ça te parle? Ça me fait extrêmement plaisir, en fait. Et je pense que dans vos deux interventions, il y a en effet beaucoup de complémentarité parce que je crois qu'une des choses qui caractérise la construction écologique, c'est beaucoup des questions de transversalité et de confiance. C'est jamais des chantiers top-down avec des chaînes de commandement. Je veux dire, l'architecte, il ne peut pas arriver et dire voilà, en fait, je donne des ordres qui vont comme ça descendant. Ça circule toujours dans tous les sens. Et donc, on part de c'est une vraie réalité, ça? C'est une vraie réalité, oui. C'est une vraie réalité. Si les gens ne se font pas confiance et s'ils ne s'écoutent pas, ça ne peut pas marcher aussi parce que on l'oublie, mais c'est ce que Simon vient de rappeler, c'est que ce n'est pas que de produire un objet avec des matériaux écologiques, c'est aussi une réflexion sur la nature du travail, la pénibilité du travail, la valeur du travail, la valeur des métiers, des filières. C'est toutes ces dimensions-là qu'on essaye de tenir. Et donc, si on n'est pas capable de se parler et d'introduire un minimum d'horizontalité dans la façon de travailler, aussi pour revenir sur des décisions qui ont été prises, de dire tiens, là, on avait pensé qu'on utilisait tel matériau, mais c'est trop compliqué, c'est trop pénible, comment on fait pour changer? Il y a des ajustements qui sont permanents. Et donc, et je crois que du coup, ce qui se joue dans le chantier, c'est aussi lié à des structures professionnelles de travail. Moi, je suis très attaché au SCOP,
mon épouse, donc voilà, c'est l'agence Grand 8 qui fait de l'architecture écologique, mais c'est une SCOP. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi j'avais une étudiante qui travaillait sur le réemploi, elle a fait son stage et finalement elle est rentrée dans la SCOP. Et là, elle passe son HMO et elle explique à ses profs qu'elle est devenue associée et ils ne comprennent rien. Je dis, mais comment vous êtes étudiante, comment vous pouvez être associée d'une agence d'architecture? Qu'est-ce que vous racontez? Et oui, et donc elle a 25 ans et elle est en responsabilité parce qu'elle a une voix à part égale de celle des autres. Et ça, je pense aussi que pour les plus jeunes, c'est des motivations qui sont très intéressantes. C'est de nouvelles façons de travailler, alors que c'est ce que disait Kylian, finalement, ces sociétés coopératives, elles existent depuis très longtemps, mais ça pose vraiment la question des modalités. Comment on veut exercer son métier aujourd'hui, alors que finalement, ce qu'on nous propose d'habitude, quand on est architecte, hein, c'est on sort de l'école, on rentre dans une agence avec des chaînes de commandement, puis on se retrouve derrière un ordinateur à cliquer toute la journée. Et après, beaucoup se demandent pourquoi les jeunes ne veulent plus faire ça. Voilà. Et si tu veux transcrire en termes de modèle économique et de levier économique, au-delà du bien-être et de l'épanouissement personnel, comment tu le traduirais? Les deux sont indissociables parce que c'est aussi la question de comment on se rémunère ensemble, quelle est la juste rémunération. Du coup, on est obligé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'être attentif aux besoins de chacun. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses très innovantes qui se font sur la création de manières de travailler, où par exemple, certains se disent, ben voilà, par exemple, moi, je suis déjà propriétaire, je n'ai pas besoin d'être payé plus. Voilà, il y a telle personne qui travaille avec moi, qui, elle, veut s'acheter quelque chose, c'est elle qui, là, va être rémunérée plus à un moment donné. Enfin, on peut imaginer des formes de répartition, en fait, de l'argent à l'intérieur d'une société qui répond plus, de façon plus juste, voilà, à des besoins qui sont ponctuels, à des moments de vie, à des moments où on est en forte capacité à travailler, à des moments où on l'est moins. Il y a une telle perte de sens du travail aujourd'hui qu'il y a un enjeu fondamental à réfléchir à comment on produit de la richesse ensemble, mais comment on répartit aussi les richesses. Donc, organisation vertueuse permet de faire de la construction et de la rénovation vertueuse. J'en suis convaincu. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé ces éléments avec nous sur cette approche d'organisation. Je me tourne maintenant vers vous, Noémie. On boucle la boucle. On a commencé par de l'AMO, on finit par de l'AMO. Donc, je le rappelle, vous êtes AMO Réemploi au sein d'Élan. Voilà. Dans un premier temps, c'est quoi Élan ? Élan, donc vous l'avez dit en introduction, on est une filiale du groupe Bouygues Construction et on a la particularité de travailler beaucoup avec l'externe. On ne travaille pas qu'avec notre groupe et nos collègues en interne, on travaille énormément avec l'externe et on a de nombreux métiers. Donc j'ai des collègues qui travaillent sur des sujets de maîtrise d'œuvre, de conception, d'exécution, d'autres plutôt sur des audits en amont pour conseiller les investisseurs. Et l'équipe dont je fais partie, c'est plutôt une équipe de consultants qui travaillent sur les thématiques environnementales, biodiversité, certification environnementale et l'économie circulaire. Et donc, dans l'économie circulaire, on est plusieurs, on est répartis un petit peu sur tout le territoire. D'ailleurs, Élan a des agences dans les grandes métropoles françaises. Et donc, on travaille sur des missions à la fois de déconstruction sélective. Le but, c'est d'accompagner nos clients et les chantiers pour faire en sorte que la déconstruction génère le moins de déchets possible, et aussi sur les aspects de conception. Comment, une fois que j'ai déconstruit proprement, j'arrive à réintégrer ces matériaux de réemploi dans les nouveaux projets. Et enfin, on a une dernière typologie de mission qui, là, est plutôt du conseil stratégique auprès des promoteurs et des entreprises de l'immobilier pour les accompagner dans leur stratégie RSE pour intégrer des objectifs et des enjeux d'économie circulaire. Vous parlez réemploi. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est globalement, est-ce que mon client va être prêt à accepter qu'on utilise des matériaux de réemploi
entre guillemets, au même prix qu'un matériau neuf? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Est-ce qu'il aura la même confiance dans ce sujet? Et puis, si ce réemploi prend une grande place aujourd'hui dans le discours que vous tenez, dans la logique de l'économie circulaire d'une manière générale, est-ce qu'il a vraiment sa place en tant que tel sur le terrain, sur la construction et la rénovation d'aujourd'hui? Je vais répondre à la deuxième question, puis après à la première. En fait, le réemploi, c'est une pratique qui est ancestrale. On en fait depuis longtemps parce que ça répond à une logique économique au sens, on va dire, non perverti, qui relève plutôt du bon sens paysan, finalement. Et en fait, c'est vraiment dans le milieu du XXe siècle qu'on a un peu perdu cette logique pour aller construire de manière massive avec des matériaux récurrents et souvent du neuf. Et en fait, depuis quelques années, on voit réapparaître ce réemploi dans nos pratiques du BTP et ça intervient face au fait qu'on a ce constat sur les chantiers. On a un grand gâchis qui est absolument effarant. Et du coup, on se dit, bon, bah, comment construire autrement, moins ressourcivore, moins énergivore? Et donc, la pratique du réemploi, elle est revenue dans le BTP assez récemment sur ces projets de déconstruction. Et elle trouve sa place aussi parce qu'elle est impulsée par des réglementations nouvelles. En 2011, on a eu l'obligation de faire des diagnostics déchets sur les bâtiments pour quantifier en fait quels étaient les flux et les types de matières qui ressortiraient de nos bâtiments pour les envoyer dans des filières de valorisation plutôt par le recyclage. Et là, en 2021, on a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui nous dit maintenant, vous n'allez plus quantifier les déchets, vous allez quantifier des ressources, des produits et des matériaux. Et ce diagnostic, donc produits, matériaux, déchets, qui va être obligatoire dans quelques semaines, on entend les décrets d'application, mais normalement, c'était pour le 1er juillet, ça va être un peu retardé. Mais ça arrive, ça va nous permettre vraiment d'avoir la connaissance de quels sont les produits et matériaux d'un bâtiment pour pouvoir les envoyer vers les meilleures filières de valorisation possibles. Et là, il y a un intérêt d'un point de vue économique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les déchets du bâtiment, c'est un coût énorme en fait. Si on ne trie pas des déchets en mélange, ça coûte très très cher pour les entreprises de déconstruction. Donc le fait de trier nous permet déjà d'avoir des coûts réduits sur les déchets et avec un potentiel aussi de revente de ces matériaux s'ils sont destinés au réemploi. Donc on a vraiment ce contexte à la fois réglementaire qui nous fait dire que oui, le réemploi, il a sa place dans le BTP et même c'est une nécessité quand on voit les problèmes de pénurie de ressources et d'approvisionnement en bois. On ne peut pas se dire que ce n'est pas un enjeu majeur. Et en plus, sur le côté des freins psychologiques, bon, ça a mis du temps, mais ça commence vraiment à avancer. Le secteur se professionnalise. On a eu différents projets pilotes qui ont dit, bah voilà, on va commencer, on va faire du réemploi de faux planchers. Par exemple, sur le projet ICAD Pulse à Saint-Denis, ils ont fait du réemploi des faux planchers techniques. C'est bien, ça ne se voit pas, c'est sous la moquette et c'est un standard. Regardez, ça marche. Maintenant, on va s'attaquer à des sujets qui se voient un peu plus. Et donc, petit à petit, les freins psychologiques sont en train de tomber et le secteur devient Enfin, voilà, nos grands promoteurs commencent à s'intéresser vraiment au réemploi dans leurs projets d'envergure. Donc, de balbutiant, ça devient un peu plus accepté, acceptable. Mais j'imagine aussi que, vous en faisiez référence tout à l'heure, le contexte de tension sur les matériaux doit aussi favoriser cette logique du réemploi. Est-ce que vous le voyez dans les chiffres ou pas du tout encore? C'est peut-être tôt. Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt, effectivement. On est plus là dans le secteur du bâtiment en train de se dire, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, ce qui est très positif, c'est qu'il y a ces filières de réemploi qui sont en train de se structurer et qui vont être en mesure dans les prochaines années de pouvoir répondre à des projets d'ampleur en fourniture de matériaux issus du réemploi. Donc ça se structure vraiment fortement et c'est toute la profession qui est en train de monter en compétence sur ce sujet-là. D'accord. Qui dit monter en compétence dit aussi responsabilité. Souvent, les matériaux sont estampillés, ont été validés par des tests. Les matériaux de réemploi font l'objet de ces mêmes tests ou comment ça se passe? Alors, c'est ce qui est en train de se structurer en ce moment. Donc, c'est effectivement les matériaux réemployés. Le but, c'est de faire comme du neuf. En fait, quand on relie toutes les DTU ou les règles professionnelles, on ne parle pas de neuf ou de réemploi. Donc, on va considérer que utiliser un matériau de réemploi,
c'est utilisé comme du neuf. Concernant la fiabilisation des performances de ces matériaux-là, là, il y a effectivement un nouveau processus à suivre qui doit permettre d'avoir déjà une bonne traçabilité de la matière, savoir sur quel chantier il a été déposé, à quelles contraintes il a été soumis, s'il n'a pas été, je ne sais pas, abîmé par des dégâts des eaux, etc., qui présentent trop de risques du coup pour pouvoir le réemployer sur un autre projet. Et donc, de cette traçabilité-là, ensuite, on va pouvoir, suivant les types de matériaux et les performances qui sont attendues, soit réglementaires, soit spécifiques à l'usage du bâtiment, commander des tests qui visent à évaluer la réaction au feu, à évaluer la résistance au choc, etc. Tout ça pour apporter en fait un joli dossier technique pour démontrer aux assureurs et à chacun des acteurs de la chaîne de valeur que ce matériau de réemploi présente les mêmes performances et les mêmes garanties qu'un matériau neuf. Alors, vous parlez de professionnalisation, vous parlez d'acteurs. Justement, quand on parle de réemploi, on parle d'acteurs du réemploi, on parle de montée en compétences. Ils en sont où? Ils sont dans quelle dynamique? Comment ça se structure? Ouais. Alors, sur les acteurs, en fait, on va garder les mêmes aujourd'hui sur du neuf, mais on va les faire monter en compétences sur ce sujet du réemploi et on va ajouter en plus des filières qui se spécialisent sur la fourniture de matériaux de réemploi, qui vont être des filières qu'on appellera en fin de chantier pour récupérer nos matériaux qu'on aura déposés proprement, mis sur palette et conditionnés, et qui, elles, pourront les réintégrer sur d'autres projets et les revendre. Cette montée en compétence de la filière, elle est en cours et là, c'est assez exceptionnel en fait ce qui se passe depuis plusieurs mois. On a eu en 2019 un projet qui a commencé à naître et vraiment en 2020 qui s'est lancé, qui est le booster du réemploi. Ce booster-là, c'est vraiment un projet qui a pour objectif de massifier la demande en réemploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voulait bien se séparer de ces déchets et tout le monde était d'accord pour les envoyer vers des filières de réemploi, mais personne ne souhaitait les remettre sur leur projet parce que, voilà, on l'a évoqué, les freins psychologiques, assurantiels, les responsabilités problématiques. Donc, ce booster du réemploi, qui est à l'initiative de Groupama, on est content que ce soit ce type d'acteurs qui se positionne sur ce sujet, il réunit différents maîtres d'ouvrage, plutôt privés aujourd'hui, qui s'engagent sur 3 ans à intégrer des matériaux de réemploi sur 5 projets par an. Et donc ça massifie la demande et ce booster du réemploi fait en sorte aussi de réunir les différents acteurs, les assureurs, le CEREMA, le CSTB, pour lever les freins un à un et fournir des guides et des outils opérationnels pour massifier ce réemploi. D'accord. Merci beaucoup, Noémie, pour cette vision. Je me retourne vers Philippe, comme de coutume. Donc, la philosophie du réemploi, comment ça se traduit dans ta tête? Je suis en train d'écrire un livre sur la philosophie du réemploi, sur les aspects philosophiques du réemploi, en fait. Donc, c'est une pratique qui me parle particulièrement. Je pense qu'il y a des enjeux majeurs à penser ce qui se joue dans le réemploi aujourd'hui. Quand même, alors, il y a des difficultés de constitution de la filière, mais qui sont en train d'être levées. Mais ce qui, moi, me pose le plus problème, c'est les freins assurantiels, parce qu'on est quand même encore dans un monde où en fait, il faut faire la preuve que les matériaux de réemploi sont aussi bien que du neuf. Et donc, passer des tests, voilà, le CSTB, très important, mais quand même des tests qui sont coûteux et qui souvent ont un impact économique important pour tous ceux qui veulent s'inscrire dans une démarche de réemploi. Ce n'est pas toujours facile à financer. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faudra inverser l'administration de la preuve. À quand ceux qui produisent en neuf auront à fournir la preuve qu'ils sont dans l'absolue nécessité d'être dans des pratiques d'extraction, alors que finalement, on a déjà énormément de choses à disposition. Et puis, quelque part, un matériel qui est en réemploi a déjà fait sa preuve qu'il a fonctionné précédemment, alors que le matériel neuf, lui, n'a jamais fonctionné. Il y a plein de manières de voir les choses. On s'aperçoit qu'on pourrait très bien inverser les logiques et présenter les choses autrement. Et ne serait-ce parce que le réemploi doit aussi aller de pair avec une limitation générale de la consommation
de matériaux et de la construction en neuf. C'est-à-dire que si finalement le réemploi vient s'adjoindre à la construction en neuf pour rajouter encore une couche, pour dire regardez tout ce qu'on peut faire, et là on construit en neuf et en plus on peut rajouter une dimension de réemploi, bon, c'est un drôle d'alibi écologique. Donc, il y a des manières de présenter le travail du réemploi. Par exemple, là, je viens d'écrire un petit article sur l'expression mine urbaine. On dit qu'il y a des gisements urbains, des mines urbaines, pour dire que finalement, les ressources se trouvent dans les bâtiments, mais on est en train de réactiver tout ce vocabulaire de l'extractivisme et finalement d'un système d'exploitation de la nature et des hommes qui était lié à l'industrie minière, qui est totalement délétère. Donc, je crois que les acteurs acteurs du réemploi doivent bien réfléchir sur leur positionnement stratégique dans l'ensemble de la production aujourd'hui des bâtiments et des travaux publics, pour se penser aussi comme une force alternative, comme une force de résistance à une certaine manière de transformer, de produire l'espace habité. Moi, je retiens aussi, merci Philippe, et je retiens aussi des propos de Noémie que ce sont de nouvelles compétences, des nouvelles filières aussi qui émergent, et donc des nouvelles sources de richesse économique. Oui, Philippe? Oui, non, et c'était très intéressant là, dans le booster de réemploi. Le réemploi, on voit bien qu'il y a la nécessité de réunir des publics très différents. Et là, c'est ce qui se passe, et je pense que c'est vraiment à saluer parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la transversalité. Enfin, on a vraiment besoin de ça aujourd'hui, d'hybrider les publics, d'hybrider les acteurs. Il y a vraiment un manque. Et moi, j'ai écrit, enfin, je ne sais pas pour faire ma pub, mais un papier sur l'école du réemploi. En fait, j'ai écrit un papier pour dire qu'il faut créer des écoles du réemploi qui vont rassembler des gens qui ont un haut niveau d'expertise technique, mais aussi des personnes qui ont un faible niveau de qualification et qui pourraient se former. Et donc, on voit bien que là, on apprend son métier par silo. C'est-à-dire qu'il y a les architectes avec les architectes, ils ne sont jamais en contact avec des ouvriers, jamais en contact avec des artisans, ils ne sont pas en contact avec le monde de l'assurance. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que finalement, ces professions, c'est des professions qui rassemblent autour d'elles des actrices et des acteurs extrêmement différents. Il n'y en a pas autant, on regarde d'autres métiers, il n'y en a pas autant qui hybrident comme ça, autant de… Voilà. Donc, en tout cas, chez les compagnons de devoir, on essaye d'interconnecter toutes ces filières. Oui. Merci à vous deux, Noémie, Philippe. Je vous propose du coup de terminer, puisqu'il nous reste 4 minutes exactement. Déjà, par vous remercier tous les 5 pour votre contribution, le partage d'idées. Comme de coutume, je vais vous demander en 1 minute de partager avec l'auditoire, je dirais, l'idée force, les 2 idées clés qu'il faut retenir de votre témoignage aujourd'hui. On commence par toi, Élodie. Oui. Alors moi, je dirais que l'économie, c'est un critère, mais qui doit toujours être mis en perspective dans un ensemble multi-facteurs et temporellement plus large qu'un instant T. Et concentrons-nous sur la rénovation et l'existant. Donc, ça fait aussi lien avec le réemploi. Merci, Élodie. Noémie, on retient quoi de votre propos? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Eh ben, l'enjeu de sobriété, faire le juste au bon endroit et avec la bonne matière. Merci, Noémie. Kylian? Moi, c'est vraiment la coopération, le nouveau mode de gouvernance qui est en train de se développer au sein des jeunes entrepreneurs comme nous, qui fait que on avance tellement plus vite et mieux à plusieurs que voilà. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Ouais, je renchéris sur ça, le partage des autres corporations, le partage des matériaux et prendre du matériau local. Ça, c'est vraiment le gros point à développer. On le voit actuellement avec les problèmes des matériaux qu'il y a, d'alimentation du bois. Ouais, donc, c'est vraiment le local, c'est à développer, quoi. On a de la chance d'avoir nos carrières à 10 km. Et en plus, c'est géosourcé, c'est magnifique. Merci Simon, merci Kylian. Et Philippe, si on devait te laisser les clés pour fermer la boutique, tu dirais quoi? Que collectivement, on doit apprendre à compter autrement et peut-être de passer d'une logique de coût à une logique de valeur
et de voir comment ce qu'on produit aussi de la valeur. Ce n'est pas simplement que voilà, les bâtiments, ils produisent de la valeur, qui est aussi une valeur sociale, qui est aussi une valeur politique, c'est une valeur environnementale. Merci à tous pour ces témoignages, pour l'intérêt que vous avez porté à ces échanges. Merci à notre auditoire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Ce sera le dernier de la série. Il aura lieu le 9 juillet. Il aura pour thème justement « Faire ensemble ». Donc, peut-être qu'on va reprendre les mêmes et on va recommencer du coup. Mais voilà, donc la logique des interactions, la logique des interfaces. Donc, c'est un grand sujet collaboratif. On aura plaisir à le regarder ensemble. Et puis, ce sera donc le dernier webinaire, le prochain. Et le grand dernier rendez-vous sera celui du colloque, dont la date a été fixée au 26 novembre à la Maison des Compagnons de Paris, très certainement. Merci encore à tous. Merci pour ces témoignages. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir.